Voilà, allez, on a le plaisir maintenant d'avoir Madame Nathalie Truchot avec nous. Vous êtes écrivain et vous êtes également coordinatrice de production. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie d'être là. Alors, Nathalie, vous venez de terminer, on vous avez reçu comme écrivain, vous avez parlé de votre livre, mais vous venez de terminer en tant que coordinatrice de production justement 2 documentaires sur l'Égypte. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire les sujets de ces documentaires et pour quelle maison de production, pour quelle chaîne ça va être pour la France? Alors, ce sont donc 2 documentaires, effectivement, l'un sur Cléopâtre, l'autre sur Néfertiti. Et ces 2 documentaires sont produits par Viva Productions à Paris pour la chaîne RMC Découverte. Voilà. Alors depuis toujours, l'Égypte fascine. Il y a eu énormément de documentaires qui ont été faits sur l'Égypte. Que ce soit Cléopâtre ou Néfertiti, il y en a eu plein. Qu'est-ce qui est différent dans ces documentaires-là? Alors c'est vrai que ce sont 2 reines qui ont fait beaucoup parler d'elles, qui sont légendaires toutes les 2. Ces 2 documentaires ont la particularité d'essayer de mettre un petit peu à plat tout ce qui a pu être dit, entendu, tout ce qui a pu être fait jusqu'à présent, pour essayer de faire un point sur ce que l'on sait réellement de ces 2 reines et de faire la différence entre ce qui est du fantasme et de la légende. Voilà, donc c'est un petit peu l'angle d'approche que l'on avait avec 2 experts qui étaient avec nous. Claudine Le Tourneur d'Ison, qui a écrit pas mal de livres, qui est une connaisseuse de l'Égypte. Et puis un journaliste scientifique expert en histoire, Gilles Arpoutian. Voilà. Donc avec ces 2 experts, on a essayé de se poser des questions, d'aller à la recherche un petit peu des réponses sur ces 2 reines et essayer de faire un petit peu la différence entre ce qui est vraiment réel, ce que l'on sait, et ce qui est un petit peu légendaire. Ouais. Alors justement, est-ce que les documentaires vont nous apporter des petites anecdotes ou des petites histoires qu'on ne connaissait pas sur ces 2 reines? J'ai l'impression que Cléopâtre peut-être est un sujet qui était plus abordé, puisque bon, il y a eu ces histoires d'amour avec Jules César, avec Marc-Antoine surtout. On sait comment elle est morte, on sait très bien après la bataille d'Actium. Enfin bon, c'est très... Mais j'ai l'impression que Néfertiti est un petit peu plus vague, non? Eh bien, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est plus compliqué D'accord. de chercher des réponses chez Cléopâtre que chez Néfertiti. Cléopâtre, on a beaucoup parlé, mais on a beaucoup fantasmé surtout. Donc les vraies recherches et ce que l'on peut vraiment affirmer, c'est assez compliqué à trouver, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Donc on a eu plus de difficultés à aller à la rencontre de cette reine que de Néfertiti. Parce que Néfertiti, il y a quand même des grands sites, il y a Tal el-Amarna, il y a Akhenaton, il y a Toutankhamon, il y a plein de personnages autour aussi. Cléopâtre, c'est compliqué. Donc on a cherché des réponses, on a eu pas mal de réponses très différentes, y compris sur sa mort, hein, qui reste quand même assez mystérieuse. Personne n'est capable de vraiment certifier qu'elle s'est empoisonnée ou qu'elle a été assassinée. Donc on a confronté pas mal de personnes. Donc ça, c'était assez intéressant. Où peut-elle être? Donc l'histoire des serpents aspics, c'est peut-être une légende. Ça reste encore une grande question. Donc c'est fascinant d'ailleurs, hein, d'aller à la rencontre des gens qui peuvent nous aiguiller un petit peu. Tout le monde n'est pas d'accord. Où est son tombeau? Alors là, je pense qu'on est encore dans des questions et des questionnements parce qu'on n'a pas encore forcément les bonnes réponses. Mais c'est assez intéressant de voir les points de vue de chacun. Oui. Et c'était riche en enseignements pour nous, en tout cas. C'est vrai que ces derniers temps, Néfertiti a fait beaucoup parler d'elle avec les découvertes de Nicolas Reeves près de la tombe de Toutankhamon et puis ces fameuses pièces Les qui seraient découvertes cachées. On ne sait pas encore, voilà, on continue. Ça reste encore là aussi hypothétique. des questions. Nathalie, ces documentaires, vous l'avez dit, c'est pour une chaîne française, RMC Découverte. Comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les semaines, si on regarde la télévision française, il y a toujours quelque chose sur l'Égypte. Que ce soit l'Égypte pharaonique, l'Égypte moderne, il y a toujours un documentaire sur l'Égypte. Oui, d'ailleurs, c'est ce que l'on sait, on a remarqué à la production, hein, depuis notre arrivée ici, ça n'a pas fait, ça n'a enchaîné que ça, hein, sur les différentes chaînes de télé françaises. Pourquoi? Tout simplement parce que la France reste une grande passionnée de l'Égypte. Les Français restent très attachés à ce pays, ils en rêvent pour ceux qui ne sont jamais venus.
Et donc maintenant que les choses vont bien et que le tourisme peut à nouveau revenir en Égypte, je pense que tout le monde a envie d'en parler à nouveau et d'inciter les gens à venir faire des croisières, à venir visiter ce pays. Et moi, je suis la première à le dire. Je l'ai toujours défendu. Je pense qu'il y a tellement de choses à découvrir. Il y a à la fois toute la partie pharaonique, il y a bien sûr toute la partie balnéaire, et puis il y a le désert. Oui. Donc vous C'est êtes, mon autre grande passion. ouais. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas qu'un voyage en Égypte. On est forcément obligé d'en faire plusieurs. Et je pense que les Français sont des grands passionnés. Alors, c'est vrai que dans l'histoire de l'Égypte, il y a quand même de grands pharaons. Ramsès, certainement, le plus célèbre. Toutankhamon, peut-être qu'il n'y a pas eu un règne, il est mort très très jeune, mais c'est la découverte de Howard Carter qui a fait que le nom de Toutankhamon a été connu. Pourquoi avoir pris le parti pris de faire sur 2 femmes? Est-ce que c'est vrai que en ce moment, il y a beaucoup de questions sur le rôle de la femme dans l'islam, dans les pays européens et notamment en France. Est-ce que c'est aussi une façon de montrer que finalement peut-être l'Égypte était précurseur dans ce domaine-là et que 2 femmes ont régné sur l'Égypte il y a bien longtemps? C'était pas un angle d'approche des producteurs, mais c'est vrai qu'on peut, effectivement, quand on croise le regard de ces 2 femmes et que on s'attache un petit peu à leur parcours, c'est vrai que c'était quand même 2 femmes assez importantes qui ont marqué leur période. C'est vrai que Cléopâtre en particulier, c'est assez intéressant. Nous, on a suivi Cléopâtre sur sa remontée du Nil. Et on a compris aussi quelque part que cette femme qui n'était pas égyptienne a pu se prendre de passion pour ce pays et vouloir en faire ce qu'elle en a fait. Et mettre ce pays sur un piédestal. Je pense que quand on fait toute cette vallée du Nil, on est fasciné par la beauté des lieux, par la beauté des temples, par tout ce que l'on découvre. Et je pense qu'effectivement, nous, on s'est plongé un petit peu dans ce qu'elle a pu vivre. Et on s'est dit, c'est normal qu'elle ait eu envie, effectivement, après toute cette découverte, de se dire, je veux être la reine de ce pays, mais je veux mettre l'Égypte au-delà de ce qu'elle était auparavant. Je pense que on peut le comprendre, ça. C'est évident. Et je pense que les touristes qui viennent sur le Nil peuvent effectivement se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Alors, vous l'avez dit, l'Égypte a plusieurs visages, que ce soit l'Égypte antique ou moderne, et vous avez parlé du désert. Est-ce que là aussi, il faudrait se concentrer sur cette partie de l'Égypte qui est peut-être méconnue des touristes? Certains touristes la connaissent à cause des oasis, mais est-ce que vous aimeriez mettre en avant voilà, cet endroit que vous connaissez vraiment très bien et vous avez une grande passion pour le désert? Des documentaires peut-être dessus? J'aimerais. Parce qu'il y a une grande partie historique aussi. Il y a Bien certains sûr. anciens temples qui se trouvent sûr, voilà, sûr. dans les différentes oasis. C'est vrai que la partie désert est moins mise en avant. Ça, c'est un de mes grands regrets. J'espère qu'elle le sera un peu plus avec mon prochain livre. Mais c'est vrai que ça demande à être plus connu parce qu'effectivement, les oasis sont regorgent toutes de sites archéologiques et ont toutes vraiment des beautés très particulières les unes par rapport aux autres. Que le désert en lui-même, le désert blanc, le désert noir, tout le Western Desert, la Grande Mer de Sable, ce sont des lieux absolument fascinants. J'aimerais effectivement que l'on puisse faire quelques documentaires sur cette partie de l'Égypte. Et j'aimerais bien que les touristes, oui, viennent un petit peu plus dans cette partie-là, sans vouloir forcément qu'il y ait trop de tourisme de masse, parce que le désert est fragile et que je souhaiterais aussi qu'on le protège. Je voudrais qu'on vienne un petit peu sur le documentaire. On voit là des photos. Vous avez filmé un petit peu partout. On a vu Alexandrie, Assouan. Oui, tout à fait. On a d'abord filmé au Caire. Et puis nous sommes partis après sur Alexandrie, bien sûr, Cléopâtre. Ouais. Et ensuite, nous sommes descendus sur Luxor jusqu'à Assouan et nous sommes revenus au Caire, à l'IFAO, puisque c'était un de nos partenaires principaux sur ces documentaires. Combien de temps ça a duré le tournage? Parce que je sais que vous avez bouclé en fait les 2 documentaires. Hein. Combien de Tout à temps? fait. 15 jours. 15 jours et ça sera combien de minutes? 90 minutes Ça sera 2 documentaires de 52 minutes. 52 minutes, oui. Moi, je voudrais revenir un petit peu justement sur la personnalité de ces 2 reines. Alors Cléopâtre, bien sûr, comme vous l'avez dit. Alors Cléopâtre, c'est vrai qu'on a des images un petit peu de Elizabeth Taylor
de Monica Bellucci, de même la Cléopâtre de Astérix et Cléopâtre. Et c'est vrai qu'on a l'impression toujours que c'est quelqu'un de capricieux, c'est une espèce de... dans la bande dessinée, c'était un petit peu comme une enfant gâtée, quoi. Et très belle, d'après... Alors, évidemment, Elisabeth Taylor et Monica Bellucci, c'est pas... Or, on a l'impression que la réalité est un petit peu haute, qu'elle n'était pas si belle que ça. Elle avait beaucoup de charme, certainement, pour avoir pu charmer les deux hommes les plus puissants de l'époque. Mais est-ce que ces gens qui ont joué le rôle de Cléopâtre ont donné aussi une dimension un petit peu mythique à cette reine? Ah ben c'est là que entre toute la légende en scène. En fait, oui, Cléopâtre, je pense qu'au-delà de sa beauté, c'était d'abord quelqu'un de très cultivé, qui s'est beaucoup battu pour la bibliothèque d'Alexandrie, qui a fait énormément de choses pour ça. Donc je pense que c'est avant tout son intelligence qui fascinait. Maintenant, sa beauté, on n'en sait rien concrètement. Après, étant donné qu'effectivement, elle avait quand même séduit ces grands hommes, je pense qu'on en a fait... voilà, forcément quelqu'un de très belle, qui a usé de tous ses charmes, mais on n'en sait pas vraiment grand-chose de tout ça. Mais ça fait partie, oui, du mythe. Oui, il y a aussi le mythe aussi d'Antoine et Cléopâtre. Antoine peut-être était certainement le successeur et finalement il a quasiment tout perdu par amour aussi. Il y a aussi ce côté-là, le couple maudit un peu, non? Il y a l'histoire d'amour, il y a toute cette... c'est mythique tout ça, et évidemment que ça fascine. Ça passionne, ça fascine. Alors nous, on n'a pas eu envie d'écorcher trop non plus cette légende, mais on a quand même eu envie d'en savoir plus et puis de voir vraiment ce qui aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, peut vraiment se dire concrètement sur ces reines. Mais bon, on reste nous-mêmes fascinés quand même. Et de l'autre côté, Néfertiti, qui est peut-être célèbre à cause du fameux buste de Néfertiti, puisque c'est là aussi qu'elle avait des traits qui étaient magnifiques, un peu moins connus, mais on sait qu'elle a eu un rôle très important aux côtés de son mari, Akhenaton, et on a l'impression que c'était un petit peu la femme de l'ombre, elle avait beaucoup de pouvoir à l'époque. Oui, mais là encore, il faut mesurer les choses. Il y a plein d'incertitudes. Y compris sur sa beauté. On sait que ça a été retrouvé chez un artiste. Après, est-ce que... on sait tous qu'il y a une façon de communiquer, il y a une part de communication aussi dans tout ça. Donc est-ce qu'elle était aussi belle que le buste que l'on a? Est-ce que... Tout ça, c'est des questions. Elle aussi, on la recherche. Où est-elle, Néfertiti? Donc tout le monde ne s'accorde pas non plus à dire elle est précisément là, on a retrouvé sa momie, on ne l'a pas retrouvée. C'est fascinant d'ailleurs, c'est une vraie enquête policière que nous avons menée et je peux vous dire que c'est pas si évident que ça et qu'on est encore plein de questionnements. Est-ce qu'on apprend des choses quand on fait, c'est-à-dire que on rentre dans ce documentaire, en général il y a quand même, c'est un petit peu peut-être scénarisé au début, est-ce que selon les gens qu'on interviewe, selon les experts, est-ce qu'on peut changer, aller à droite et à gauche? Oui, parce que c'est une enquête policière. Et donc effectivement, à la base d'un documentaire ou d'un reportage, il y a toujours ce que l'on appelle un séquencier, il y a tout un scénario, on sait où on va quand même. Mais c'est vrai que lorsque l'on rencontre des experts, quelquefois ça nous est arrivé sur ce tournage de rencontrer des gens qui n'étaient pas prévus à la base, et évidemment qui nous apprennent des choses que l'on ne savait pas, qu'on n'avait pas imaginé mettre en place dans ce documentaire. Donc c'est au réalisateur de s'adapter et de se dire ah bah tiens, une nouvelle piste, on y va, et c'est un peu ce que l'on a fait en fait. On est allé sur les pistes qu'on trouvait au fur et à mesure et des gens qui intervenaient et qui nous disaient ah mais moi je pense que voilà, et donc on suivait et on allait comme ça à la rencontre des gens qui pouvaient nous aider à répondre à nos questions. Donc c'est assez passionnant de mener une enquête comme celle-là. Il y a aussi un autre projet de documentaire pour une autre chaîne, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ça sera sur quel sujet cette fois-ci? Alors, c'est pas un documentaire, c'est un reportage qui sera lié au tourisme cette fois-ci, beaucoup plus important pour TF1. Mais moi, j'ai l'intention de revenir faire certains tournages pour des reportages ou documentaires, où là, je m'accorderai un peu plus de temps pour parler de différents sujets qui me tiennent à cœur, surtout autour des femmes en Égypte. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de parler des femmes égyptiennes et que je vais travailler autour de différents projets pour mettre un petit peu en valeur les femmes égyptiennes.
On a l'impression qu'après la révolution du 25 janvier, les gens avaient peut-être envie de comprendre et de savoir ce qui se passait dans la société égyptienne. C'est vrai que quand on parle de l'Égypte, c'est toujours l'Égypte antique, c'est toujours l'Égypte, l'histoire de l'Égypte. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français sont demandeurs de ça? Est-ce qu'ils veulent savoir comment est-ce que fonctionne la... Parce que finalement, ils connaissent assez peu, c'est vrai, la société moderne, actuelle, égyptienne. Ils sont beaucoup plus calés sur l'histoire des pharaons. Est-ce qu'il y a une demande pour ça aujourd'hui? Oui. Oui, tout à fait. Je pense qu'après les révolutions, les printemps arabes, les gens ont eu un autre regard sur le monde, tout ce monde arabe. Et en particulier l'Égypte, parce que ça fascinait déjà les Français. Moi, j'ai eu l'occasion, par mes dédicaces de livres, de rencontrer beaucoup de Français ces dernières années. Jusqu'à aujourd'hui, leur regard a changé. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ils me rencontrent, ils ne vont pas me parler d'Égypte pharaonique. Ils vont d'abord être surpris que je continue à venir dans ce pays, que j'y vis, voilà. Parce que pour eux, tout ça est très mélangé. Ouais. Ils entendent plein de choses dans les médias. Ça leur arrive comme ça en vrac. Et la Syrie, l'Irak, l'Égypte, tout ça, c'est du pareil au même. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et donc ils vous regardent comme ça avec des grands yeux. Quoi, l'Égypte, mon Dieu, mais tu oses aller là-bas, tu vis là-bas. Et je leur dis oui, bien sûr. Tout se passe bien. Et je suis à chaque fois obligée de revenir sur ce qui s'est passé, sur l'évolution des choses, sur ce coup d'état militaire qu'on n'était pas un, et on est obligé de réexpliquer et de dire aux gens que, ah ben non, c'est pas comme ça, que les médias, le prisme des médias a amené les choses d'une manière un peu différente de la réalité. Et je suis à chaque fois obligée de remettre les pendules à l'heure et de dire aux gens qu'on peut venir en Égypte, qu'on n'a pas peur d'être en Égypte, d'y vivre, qu'on y vit très bien, et que tout ce qui a pu être dit, moi j'en parle, alors ça fait beaucoup rire les gens, parce que quand ils me parlent de coup d'état militaire, je leur dis, alors je suis militaire, parce que je me trouvais dans la rue, comme des millions d'Égyptiens, donc voilà, là... On a l'impression que ce côté populaire, un petit peu, leur a complètement échappé. Mais complètement, puisque aucun média n'a mis ça en avant. Ça, donc comme ils n'ont que le prisme des médias pour savoir ce qui se passe, eh bien quand vous leur dites les choses telles qu'elles sont, ah oui, donc ils sont très surpris. Et donc je leur dis, oui, ça s'est passé comme ça. C'est pas ce que vous avez entendu, mais c'est la réalité des choses. Et tous ceux qui étaient dans la rue pourraient vous en parler, et on était des millions. Et moi, je peux vous en parler parce que j'y étais. Voilà. Il y a même des médias français qui ont comparé ça à la prise de pouvoir de Napoléon, qui s'est quand même fait à l'intérieur de l'Assemblée. Enfin, c'est vraiment... on a l'impression qu'ils ont complètement raté et qui sont complètement passés à côté de ces quelques jours qui ont changé finalement la face de l'Égypte et peut-être du monde arabe aussi. Parce que, effectivement, on a présenté les choses en disant que le président qui était déchu était élu démocratiquement, voilà, mais on n'a pas regardé les choses. Si nous, la situation en France se posait de la même manière, avec un président qui prend tous les pouvoirs d'un seul coup, qui renverse tout et qui en plus impose quelque chose quand même qui n'est pas tout à fait démocratique, peut-être que nous on réagirait aussi en France. Donc cette image très occidentale qui est celle de vouloir imposer une démocratie à l'occidental dans des pays qui ne sont pas forcément appelés à choisir ce genre de démocratie, mais une autre forme de démocratie qui leur va mieux. Ça, ce sont des choses qui échappent parce que les médias présentent les choses d'une manière tout à fait différente de la réalité. On a la même chose sur la Syrie. J'ai des tas d'amis grands reporters qui régulièrement, et je pense en particulier à Régis Le Sommier de Paris Match, qui régulièrement va sur le terrain et remet les pendules à l'heure quand il perd, parce que là aussi, on est dans un fantasme qui n'est absolument pas la réalité. Justement, si vous proposez des sujets sur l'Égypte moderne aux chaînes de télévision françaises, est-ce qu'elles vont être intéressées ou est-ce qu'ils vont rester focalisés sur l'Égypte pharaonique? Non, il y a aussi quand même des chaînes qui s'intéressent à des sujets sociétals. Je pense en particulier à Arte, à France 5, dans des émissions comme Infrarouge. Ces émissions-là s'intéressent à des choses concrètes, à des choses contemporaines et à des sujets sociétals. Donc, effectivement, on a quand même la chance pour certains producteurs qui produisent des documentaires vraiment fournis et qui souhaitent mettre en avant des choses contemporaines. On a des chaînes qui sont faites pour ça et qui nous donnent encore la parole pour ça, heureusement. Parmi les deux personnalités que vous avez choisies,
elles sont, peut-être que c'est les deux reines les plus célèbres, mais il y a une reine qui s'appelle Hatshepsut, Oui, j'allais le dire. qui a vraiment régné, qui était... et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un petit peu la méconnue de l'histoire égyptienne, Hatshepsut, par rapport à la vision, on va dire, des passionnés de l'Égypte, ou en tout cas des gens qui s'intéressent à l'Égypte. Oui, mais je pense aussi parce que dans l'histoire même pharaonique, hein, on a essayé d'éliminer un petit peu cette Hatshepsut, hein, ça gênait quand même. Et on le sait, d'empire en empire, ils éliminaient leurs prédécesseurs. Ouais. Et donc, Hatshepsut, elle a fait les frais de cette élimination catégorique. Donc c'est vrai qu'on en parle moins parce qu'elle n'a pas cette légende autour d'elle et ce fantasme qu'on a pour Cléopâtre et Néfertiti. Mais je pense que ça serait très intéressant de revenir sur cette reine parce qu'effectivement, d'abord il y a un très beau temple et puis surtout c'est une reine qui a marqué son passage quand même. Et effectivement, moi je serais très preneuse si on me proposait d'être à nouveau coordinatrice de production sur un sujet comme Hatshepsut, bien sûr, j'aimerais beaucoup. Et pourquoi pas? Ouais, c'est vrai qu'Hatshepsut, comme vous l'avez dit, à chaque fois qu'un pharaon venait après, puisqu'elle-même était pharaon, on effaçait un petit peu ces temples. Il ne reste plus que le temple d'Hatshepsut, exactement. L'équipe qui était avec vous en Égypte, c'était la première fois qu'elle venait en tournage. Est-ce qu'ils ont été émerveillés face justement à ces temples, par exemple, sur la vallée du Nil? Alors dans l'équipe, il y avait quand même le réalisateur qui connaissait déjà l'Égypte, puisqu'il avait fait un film sur le voyage de l'obélisque. Donc c'était déjà quand même un connaisseur. Il y avait quand même parmi nos experts Claudine, qui est quand même une grande connaisseuse aussi, une grande passionnée. Le cadreur et le preneur de son, eux, n'étaient jamais venus. Par contre, ce sont de grands baroudeurs tous les deux, donc ils étaient ravis de venir vivre cette aventure égyptienne. Et je pense que au moins le preneur de son, qui est lui-même réalisateur, reviendra sur d'autres projets. C'est vrai qu'à certains endroits, on a été tous bouleversés par ce que l'on filmait. Je pense en particulier à Assouan. Parce que vous avez dû avoir accès à des endroits auxquels nous n'avons pas accès. Voilà. Oui, ça c'est vrai que c'est une chance quand on tourne comme ça. On a eu par exemple accès à la bibliothèque de l'IFAO. Et ça c'était quand même assez fascinant, puisqu'on nous a quand même ouvert un certain nombre d'ouvrages exceptionnels. Donc ça c'était un moment très fort pour nous qui aimons les livres et ce genre d'endroits. La rencontre des spécialistes, c'est aussi, on a rencontré Vassil Dobrev de l'IFAO, donc qui est fascinant et passionnant, donc ça aussi c'est assez intéressant pour nous. Mais des lieux magiques, oui, et je rappelle à nouveau Assouan, parce que bien sûr que quand on a eu la chance que l'on nous ouvre la suite de Winston Churchill, c'est vrai que le panorama qu'on a, les gens qui sont passés dans ce lieu, je pense au président Mitterrand, entre autres, avant sa mort, on a tous été bouleversés par ce moment-là. C'était le coucher de soleil, c'était absolument magique. Avant de reprendre le tournage, c'est vrai qu'on a eu une pause et on était tous complètement sous la magie du lieu, quoi. Donc c'est ça aussi, les grands plaisirs des tournages. Alors, il y en a comme ça. Ça va être diffusé quand au printemps, au mois de mai. Au mois de mai, d'accord. Je rappelle juste qu'on peut aussi avoir cette chaîne sur le satellite Astra, je crois. En tout cas, moi, je l'ai chez moi, donc je regarderai ça avec grand plaisir. Je sais que par pudeur, vous n'avez pas parlé d'un sujet. C'est et il faut en parler, je pense vraiment. C'est quand des gens viennent tourner. Chez nous, j'ai l'impression qu'il faut leur faciliter la tâche, puisque ces documentaires-là, ces films-là, c'est la promotion de l'Égypte chez les touristes. Si on veut avoir de plus en plus de touristes, eh bien, il faut aider ces gens-là et faciliter leur travail et non pas leur compliquer la tâche. Voilà un petit message peut-être que je voulais passer. Je sais que vous ne vouliez pas en parler, mais en tout cas, il est bon de le dire de temps en temps. C'est vrai que ça serait, si les choses étaient plus... Ça nous permettrait d'être plus décontractés sur les tournages. Et c'est vrai que nous étions là et nous serons là à nouveau pour d'autres documentaires, mais nous souhaitons avant tout sortir de très belles images. Oui.
Et ça ne se fait que quand on est dans de bonnes conditions, quand l'équipe n'est pas stressée, n'a pas d'inquiétude, et quand la coordinatrice de production arrive à gérer tout ça avec aisance et décontraction. Et ça n'est pas toujours le cas, c'est vrai, et je le regrette. Et vraiment, je le regrettais d'autant plus que je connais ce pays depuis des années. Je l'aime passionnément, et ça me faisait mal face à une équipe aussi française. D'être obligé de batailler régulièrement bon, eux restaient complètement sidérés par les situations assez incongrues, et moi j'étais désolée de ça, parce que je me disais c'est pas possible, on montre une image là pour le coup qui n'est pas très positive. Et en tout cas, je suis sûr que les documentaires vont être super. Merci beaucoup en tout cas Nathalie d'être passée nous voir aujourd'hui, et puis merci de m'avoir accueilli. Vous êtes la bienvenue toujours ici. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous parvenons ainsi au terme de cette édition de Bonjour les Gîtes. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 10h30 heure locale du Caire avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition. Excellente journée à tous. Au revoir.